Bien, monsieur Roland Agré, nous sommes heureux de vous recevoir. Nous composons une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales, mission dont la composition a été fixée avec un député de la majorité, que je suis, un député de l'opposition, qui est monsieur Georges Fenech. Nous sommes en même temps deux hommes de justice, l'un avocat, l'autre magistrat, et important magistrat, puisque terminé avocat général, si mes souvenirs sont bons. Et nous avons été désignés par la commission des lois et son président Urvoas afin de rendre un rapport sur les problèmes relatifs à la révision et au réexamen des décisions pénales. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes une figure de l'erreur judiciaire en France, si je peux m'exprimer ainsi. Et l'association que vous représentez, Action Justice, est née des différents comités de soutien qui ont vu le jour au moment de votre condamnation, je crois, vers 1973. Et vous intervenez maintenant au soutien, avec votre expérience, d'autres personnes condamnées. Alors, vous savez que la Cour de cassation elle-même a demandé qu'il y ait une modification législative. Dans l'ensemble de ces rapports rendus année après année, elle s'appuie sur les faits que l'absence de note d'audience, la non-motivation des arrêts, le fait qu'il n'y ait pas d'enregistrement, le fait qu'il n'y ait pas de motivation lui semble devoir amener tout un certain nombre de modifications. Ça, c'est sur le plan formel, bien évidemment. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1945, il y a eu 8 condamnations criminelles qui ont été révisées, si je peux m'exprimer ainsi, 8 seules, et que par ailleurs, en ce qui concerne les condamnations correctionnelles, c'est à peu près 39. Ce sont évidemment des chiffres très, très faibles par rapport à l'ensemble des décisions rendues sur le territoire français. Donc de deux choses une, soit la justice ne se trompe pas, soit il y a un certain nombre d'erreurs. On peut se poser d'ailleurs la question très intéressante de voir les réformations qui sont obtenues en cas d'appel des décisions de cour d'assises, puisque cet appel est relativement récent, il remonte à l'année 2000, et donc chaque fois qu'il y a une réformation, cela peut être interprété chaque fois comme une correction d'une éventuelle erreur judiciaire, qui n'aurait pas pu avoir lieu si on s'était placé dans le cadre antérieur à la réforme sur l'appel des décisions de cour d'assises. Je fais cet exemple-là. Nous aurons pour mission, Georges Fenech et moi, Georges Fenech a déjà déposé en 2007 une proposition de loi, nous aurons pour mission d'évaluer, au vu de ce que cette mission aura rapporté, d'évaluer la possibilité, l'opportunité, la faisabilité d'une révision du code pénal sur les différents problèmes dont je viens de vous entretenir. C'est une mission qui nous honore et nous passionne, et l'un et l'autre. Je donne la parole à Georges Fenech. Oui, bonjour Monsieur Agré. En complément de ce que vient de dire Monsieur le député Alain Tourret, je voudrais simplement rappeler que vous aviez été condamné effectivement par la Cour d'assises de Nîmes en 73 à 15 ans de réclusion criminelle. Vous avez été ensuite gracié en 1977 par le président de la République. Il y a eu à ce moment-là une très forte mobilisation de l'association des médecins qui intervenaient aussi au sein de l'établissement pénitentiaire. Votre mutilation et puis la révision du procès en 1984. Et c'est en 1985 que vous êtes définitivement acquitté par la Cour d'assises du Rhône, où j'étais déjà moi-même en fonction. Donc, votre histoire personnelle est évidemment connue des Français. Vous l'aviez vous-même fortement médiatisée, légitimement, puisque vous criiez à l'époque votre innocence, qui a été reconnue entièrement par la justice. Mais depuis 1985, il y a eu une réforme importante, quand même, celle de 1989, sur la procédure de révision. Et notre souhait, en vous entendant aujourd'hui, c'est que vous me disiez, est-ce que
Vous estimez que cette réforme de 89 est allée jusqu'au bout? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore matière à perfectionner, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée? Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier, de rendre plus transparente cette procédure de révision, et notamment la question du doute, hein, qui nous interpelle? Quel doit être ce doute qui pourrait justifier alors, à travers votre expérience personnelle, le combat que vous menez à travers votre association et la connaissance que vous avez des cas d'erreurs judiciaires, il n'y en a pas eu beaucoup, effectivement. Des autres cas, peut-être, qui ne sont pas encore reconnus par la justice. On a beaucoup d'intérêt ce matin à vous entendre. On vous cède la parole. De mon propre cas, il faut savoir que je n'ai aucun esprit de vengeance, je n'ai pas de compte à régler avec la justice, il n'y a aucun problème là-dessus. Si tant est que je puisse dire quand même qu'avec moi on ne sera jamais quitte, parce qu'on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé, comme ça, d'un trait de plume, d'un trait d'esprit. Par contre, j'ai appris à dire non, et j'ai appris aussi qu'on pouvait vivre beaucoup mieux amputé physiquement que moralement. Et aujourd'hui, donc, je me permets de vous parler tout à fait sereinement. Alors, votre commission a une extrême importance à mes yeux. Je m'appuierai d'ailleurs sur 2 points. Un premier point, qui est tout à fait récent, j'ai vu dans la presse que des élus du PRG remettaient en question la fameuse intime conviction. Ça, c'est important. Et deuxième point, je m'appuierai sur votre propre rapport que vous avez remis avec d'autres sachants de 2007, votre projet de loi. Je pense qu'il est un support essentiel si on veut avancer en matière de correction, des révisions sur le doute, etc. Mais j'y reviendrai. Je pense que la commission des révisions, la Cour de cassation, c'est le fait d'une pyramide. Juste un mot, et j'y reviendrai tout à l'heure, à propos de la commission des révisions et de la Cour de révision. D'aucuns disent que ce sont 2 pôles qui font doublon. C'est parfaitement faux. Ce ne sont pas... Oui, pardon. C'est faux, ce ne sont pas 2 pôles qui font doublon. Ce sont 2 pôles qui s'affrontent terriblement dans leur concept de la justice, dans leur façon d'interpréter, dans leurs analyses, et surtout l'interprétation qu'ils font de la fameuse loi de 1998. Vous avez la commission des révisions qui s'y astreint, qui a un regard très précis, très encadré sur cette notion du doute, qu'il faudrait d'ailleurs élargir, alors que la Cour des révisions, eh bien, elle s'affranchit totalement de cette loi de 1998. Ce qui est valable pour l'un doit l'être pour l'autre. Ça n'est jamais le cas. C'est un affrontement qui est grave. Dans l'affaire Le Prince, on a même vu des magistrats, de hauts magistrats, de la présidente de la commission des révisions, le procureur général Claude Maton, qui ont poussé des hurlements dans la presse. Alors quand même, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que l'opinion publique, elle fonde justement son appréciation de la justice sur les jugements rendus par des magistrats. Faudrait-il qu'ils en prennent conscience? Faudrait-il que maintenant, vous voyez, j'ai l'habitude d'aller au-devant des gens, de leur poser des questions, y compris aux jurés quand ils sortent près de la cour d'assises. Je leur demande qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Ils ne la connaissent pas. C'est quand même grave, il n'y en a pas un qui a pu me raconter l'affaire alors qu'il sortait de juger, d'acquitter ou de condamner, peu importe. Donc, la commission des révisions doit être forcément réformée, mais pas de n'importe quelle façon. La Cour des révisions, qui sont dans cette Cour? Les anciens avocats généraux, les anciens juges d'instruction, les magistrats, qui ont un concept, je le dis, tout à fait immature par rapport à la loi de 1998. Ce sont des gens qui, pour eux, la justice ne peut pas et ne doit pas se tromper. Ce sont des magistrats qui ne rendent pas justice, mais qui rendent l'idée de laquelle ils s'en font. Et à l'exemple de l'affaire d'Annie Le Prince, qui est hautement scandaleuse, ils osent rendre un arrêt, d'ailleurs je vous l'ai mis dans un rapport,
qui est totalement dévoyé. Ils font des affirmations, mais fondées sur un mensonge. Alors si le dernier recours qui tranche sans appel une décision en usant de tels expédients, alors effectivement, que ce soit les chroniqueurs judiciaires ou l'opinion publique, quand elle voit ça, elle est quand même alertée. Mais alors, avant de revenir, alors ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est carrément court-circuiter la Cour des révisions, garder la commission des révisions, on pourrait la renommer comme l'on voudrait, mais en l'élargissant et en laissant la place aussi à des civilistes, c'est-à-dire toutes les chambres pourraient faire candidature par assemblée et en séance plénière, évidemment. Parce qu'actuellement, la Cour des révisions fait quoi? Selon l'intérêt de la chose, le président va faire une séance plénière, une composition ad hoc, etc. Ben non, ce n'est pas selon la volonté d'un magistrat. Toutes les affaires ne sont pas intéressantes en fonction de la chose, mais en fonction de toutes les affaires. Et là, je pense que la commission des révisions, que l'on pourrait renommer, devrait être étoffée d'autres magistrats, pris dans toutes les chambres de la Cour des cassations. Et au final, il y a matière à révision, il n'y a pas matière à révision. S'il y a matière à révision, on transmet à la Cour des cassations qui statue en séance plénière. Tout simplement. Et on gomme la Cour des révisions qui est très néfaste depuis des années, je dis, de par son immaturité, de par... c'est très réactionnaire quand même. Hein, vous prenez leurs décisions, je suis désolé, mais voilà. Mais alors, avant d'en arriver à la Cour des révisions, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est ce qui se passe avant. Parce que l'erreur judiciaire, c'est pas un fantasme, ça existe. On peut la commettre, et comment? Ben déjà, je vais dire au niveau de l'enquête. Au niveau de l'enquête, quels que soient les enquêteurs, pour les affaires graves, des affaires criminelles, sensibles, terribles, eh bien, ils sont mis en situation d'urgence. Et ce sont des humains comme tout le monde. Ils ont la pression de la hiérarchie, quelquefois de la presse. Et en gros, leur mission, c'est d'obtenir le maximum d'aveux en un minimum de temps. Évidemment, c'est propice à tous les dérapages. Ces dérapages peuvent être éventuellement rattrapés. Où? Dans le bureau du juge d'instruction. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit le magistrat instructeur qui n'est pas un devin, s'il y a eu des dérapages auparavant, un témoignage oublié, il ne peut pas le deviner. Si une expertise ne fonctionne pas, ben oui, effectivement, il ne peut pas deviner tout ça, il fait avec ce qu'il a. Alors je dis simplement, c'est notre pratique à nous, quand nous avons un dossier sensible, nous sommes plusieurs à avoir la lecture, nous prenons dans le sens à décharge et à charge. Ensuite, nous faisons une synthèse, on pèse le pour et le contre, et nous aboutissons toujours à une entente, et ben oui, il y a matière ou il n'y a pas matière. Alors, à une époque, on pensait supprimer le juge d'instruction. Moi, j'ai fortement réagi à ça parce que, en fait, je ne souhaiterais pas un juge d'instruction, j'en souhaiterais deux. Évidemment, déjà dès le départ, on dit oui, ça va coûter de l'argent, etc. Oui, ça va coûter de l'argent. Mais en matière de justice, est-ce qu'on a le droit de faire des économies de bout de chandelle? Parce que là, ce serait le cas. Pour mettre en place, c'est vrai, il faudrait du personnel spécialisé, des magistrats en supplément, etc. 1000 fois vrai. Mais quand j'aurai fini de développer, vous verrez que ça fait économiser de l'argent par la suite. Ça évite de mobiliser des cours d'assises, des jurés éventuellement. C'est-à-dire que je souhaiterais un magistrat instructeur qui instruise uniquement à charge. Parce que cette notion charge et décharge, je ne sais pas si on peut vraiment y croire. Moi, désolé, je n'y crois pas, de par la pratique. D'ailleurs, comment voulez-vous donner une cible, un fusil à un chasseur, lui dire tirez ce lièvre et épargnez-le à la fois? C'est pas possible. Si on a affaire à un homme, la justice c'est faite par des hommes et pour des hommes. Donc elle est forcément faillible. Donc là, cette suspicion qui est drainée de décennie en décennie, ah oui, charge, décharge, évidemment ça fait l'objet de discussion. Eh bien pour en terminer, un magistrat instructeur avec une cellule de policiers n'instruit uniquement qu'à charge, et un autre uniquement qu'à décharge avec une cellule des gendarmes. Ensuite, eh bien, lorsque ces instructions sont faites dans un sens et dans un autre,
eh bien, à ce moment-là, avant un renvoi éventuel, alors un immense rendez-vous contradictoire à laquelle participe le procureur général, tout le monde participe, et ce que l'on fait, on pèse, un peu comme fait la commission des révisions. Il y a matière, il n'y a pas matière. Il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, non-lieu. Terminé. Ça évite les assises, ça évite beaucoup de choses. Il y a des preuves aux assises. Et aux assises, il n'y a plus qu'à discuter à la limite du quantum de la peine. Mais déjà là, ça fait un filtre extraordinaire. On ne peut plus dire « Oh, mais là, c'est à charge, là, c'est… » Non, non, il y a à charge, c'est bien discerné, à charge et à décharge. Et ça, c'est très important. Et alors, je voudrais juste dire un mot sur… oui, alors, donc, cette fameuse loi que vous allez proposer, je dis que tous les supports principaux doivent être fondés sur la loi de 2007, le projet de loi qui avait été présenté par M. Fenech et autres sachants. Et je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas une volonté politique pour prendre ça au rebond, parce qu'il y avait matière. Il y avait grande matière. Alors évidemment, il faut élargir la notion de doute. On ne peut pas peser le doute. Il y a doute ou il n'y a pas doute. Et aussi infime soit-il, il y a matière. On ne peut pas dire il est petit, il est grand, non, ça n'existe pas. Donc le moindre doute doit, voilà. Pour la composition, je vous ai dit ce que j'en pensais. Oui, sur les hypothèses aussi et sur la destruction des scellés. Alors, destruction des scellés, alors là, c'est très problématique parce que quand un procureur décide de faire brûler les scellés, de les détruire, c'est surtout pour faire de la place dans les greffes. On voit, et je le prends pour exemple, je vous l'ai mis dans le rapport que je vous ai transmis, dans l'affaire Le Prince, qui est exemplaire à beaucoup de propos, ben, la commission de révision s'est trouvée privée de scellés. Elle en a retrouvé un miraculeusement préservé au CHU de Nantes. Il s'agissait d'un couteau à manche jaune et on avait relevé à l'époque un ADN d'une des victimes et un autre mêlé, mais inconnu, resté inconnu d'une femme. Avec les nouveaux moyens, Mme Martinanzani a sollicité nouvelle expertise ADN. Elle a révélé l'ADN compatible mitochondrial avec la lignée de Martine Compin. Donc c'était très intéressant. Alors si l'on sait que quand même dans tous les scellés qu'a fait détruire le procureur, alors certes il les a fait détruire juste dans les délais légaux, sauf que il faut savoir qu'à l'époque, et ça c'est très intéressant de le soulever, c'est qu'à l'époque, dans cette affaire, il avait sous le coude deux éléments importants. Il s'est carrément assis dessus. Il avait reçu une lettre d'une chirurgien dentiste qui donnait des détails précis, enfin, qui chamboulait le déroulement de l'affaire, qui méritait vérification. Il l'avait sous le coude, il l'a détruit quand même. Il avait un couteau qu'un kidam avait retrouvé dans une carrière près de Torigné-sur-Dué. Et ce couteau, ce n'était pas un couteau anodin, c'était un couteau de boucher. Sur le manche, il y avait gravé « Le Prince ». Et un an après la condamnation, je ne sais pas, ça vous interpelle. Eh bien, il a fallu que 10 ans après, la commission de révision fasse des pieds et des mains, qu'elle fasse les vérifications sur la lettre et qu'elle fasse des vérifications sur le couteau. Elle a eu beaucoup de peine à le retrouver, d'ailleurs, et à l'avoir. Hein. Et effectivement, ça fait partie d'un élément nouveau. Donc, je pense que, dès l'instant, comme dans l'affaire Le Prince, le lendemain, la presse alerte l'opinion publique en titrant « Les zones d'ombre de l'affaire Le Prince ». Et c'est ça, c'est valable dans d'autres affaires. Ou que la personne clame son innocence, je pense que là, la destruction des scellés doit, à minima, suivre le cours de la prescription. Ensuite, les hypothèses. Alors, les hypothèses, je suis désolé, ça serait à bannir des prétoires. Pourquoi ? L'affaire Agnelé. Je connais l'avocat général, je l'ai vu dans une autre affaire qui a traité l'affaire Agnelé. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Cet avocat général se targuait auprès des journalistes et devant moi, j'étais à côté. Oui, mais je vais lui faire prendre comme Agnelé. Bon.
Il n'a rien fait prendre du tout parce que la personne, je vous le dis tout de suite, a été acquittée en appel à Draguignan. J'étais fort inquiet surtout de l'entendre. Déjà, quand j'ai lu son acte d'accusation, il y avait un brouet de 40 pages qui ne reposait que sur on va dire, des rumeurs. Et il terminait, je l'ai à votre disposition, et je trouve ça particulièrement honteux et intellectuellement malhonnête, sur 3 hypothèses. Et il dit 3 hypothèses. Dans le prétoire, non seulement il raconte encore ces hypothèses, il en rajoute une autre. Il nous invente une voiture qui vient de tomber, on ne sait d'où, de la Lune peut-être. Il a été acquitté, le gars, effectivement, et il méritait l'acquittement. Je pense vraiment que là, la Cour d'appel a évité une erreur judiciaire. Mais alors, quand même, en matière de justice, vous entendez chez les enquêteurs, il faut être objectif, bien sûr. Chez le juge d'instruction, objectif, d'accord, il faut l'être. On arrive en cour d'assises au début. Soyez objectif, maître. Monsieur le Président, oui, soyez objectif. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, les hypothèses gratuites qui ne sont fondées sur rien au niveau des avocats, je les trouve déjà très dangereuses. Mais dans la bouche d'un avocat général, ça devrait être banni des prétoires. Parce qu'une hypothèse n'est qu'une vue de l'esprit. On n'en fait jamais une vérité judiciaire avec. Et c'est ce qui se passe dans tous les cas. Alors je dis qu'une hypothèse, on peut en émettre à condition qu'elle soit au moins fondée sur des indices précis, sur des... qu'il y ait de quoi la raccrocher à une certaine vérité, une petite part de vérité. Sinon, c'est à bannir des prétoires. Ensuite, dans les roulements de la cour d'assises, on part d'un seul coup, on livre tout à l'intime conviction. Alors là, d'un seul coup, on ouvre grandes les portes, c'est la subjectivité qui peut être très saine ou des pires malsaines, et ça y est, c'est fini, subjectivité. Je suis désolé, je ne comprends pas. Qu'on livre d'un seul coup le travail des magistrats, tous ces travaux qui ont été consciencieux pour la plupart, c'est la subjectivité qui l'emporte. Alors elle est pratique quand même. Et là, j'en reviens, j'ai vu que des élus du PRG s'attaquaient à l'intime conviction. Mais bien sûr, je m'y suis attaqué depuis longtemps. C'est quoi l'intime conviction? Ça ouvre la porte à tout, du délit du sale gueule ou du délit, n'importe quoi. Mais le pire, c'est que c'est tellement confortable pour les jurés, parce que ils n'ont pas à justifier. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a les motivations. Et ce sera de plus en plus sévère, je pense. Vous avez, après, l'interdit d'en parler. Donc, c'est le confort assuré. Et moi, ces jurés, je les ai rencontrés, j'en ai rencontré, je ne sais pas, je vais vous dire 80, peut-être 100, par curiosité et pas malsaine. Et je ne leur posais pas des questions très embarrassantes. Je leur demandais simplement, est-ce que vous pouvez me raconter l'affaire que vous venez de juger? Ben pas, hein. Ou alors ils m'ont raconté des trucs qu'ils avaient lus dans les journaux. Ça, c'est grave. Alors je pense qu'on en revient au fait il y a des preuves, on condamne, il n'y a pas de preuves, on acquitte. Mais tout est fondé sur des preuves. Et par ce processus que je viens de vous dire, on élimine quand même pas mal d'aléas qui peuvent arriver. Parce que quand une erreur est commise en amont, eh bien, elle ne peut que s'amplifier. Et quand ça arrive sur le bureau de l'avocat général ou du président, il ignore s'il y a des témoins qui ont été oubliés, il ignore s'il y a des éléments qui ne vont pas, il ignore si les expertises sont très correctes, il ignore tout ça, il fait avec ce qu'il a. Donc je pense que pour donner un maximum de crédibilité, il faut une certaine rigidité intellectuelle dans tout le processus judiciaire jusqu'au fait de la commission de révision. Et là, j'ai entendu un peu dire on souhaitait introduire des jurés à la commission des révisions ou la cour des révisions. Alors ça, sur le coup, ça a été séduisant. Parce que, vous voyez, je ne parle jamais sans avoir fait de concertation. À Action Justice, nous avons des hauts magistrats, des hauts policiers, etc., des fonctionnaires de police, et on se concerte beaucoup. Et il y a un de nos amis avocats qui a parlé de ça. Il a dit « ça serait très bien, très bien ». Sur le coup, ça a été séduisant, mais moi, j'ai dit « ah ouais, mais c'est… » Mais sur l'a priori, oui, c'est séduisant. Mais a posteriori, c'est un danger incroyable. D'abord, au départ, on va livrer des
des projets, des terribles projets de fond, des analyses de fond en commission des révisions, à des jurés, monsieur tout le monde, qui n'y connaissent rien. Alors soit on veut s'en servir d'alibi, soit on peut... Non, c'est trop facile, on veut saupoudrer un petit peu de démocratie en disant, bon, le problème est réglé. Non, il sera empiré. Puis d'ailleurs, c'est quand même faire peu de cas du professionnalisme des magistrats qui sont à la Cour de cassation. Leur mettre des jurés dans les pattes, je ne vois pas du tout. Et ça ne réglerait rien, au contraire. Donc j'en reviendrai pour en terminer sur la Cour des révisions. Ça serait d'étoffer la commission des révisions. Et qu'ensuite de ça, les portes soient ouvertes à beaucoup de civilistes. C'est très important parce qu'ils n'ont pas le même esprit que les gens de la Cour des révisions. Et on pourrait raisonnablement penser qu'il s'appuierait sur la loi de 1998, qui est très importante. Je le répète, ce qui est valable pour les uns doit être valable pour les autres, surtout en matière de loi du législateur. Et à partir de là, transmettre à la Cour de cassation, séance plénière, chaque fois. Voilà. Monsieur Agré, nous tenons à vous remercier pour cet exposé très synthétique, plein de propositions, et qui nous semble très important. Est-ce que vous avez fait tester juridiquement votre proposition de 2 juges d'instruction qui feraient l'un à charge et l'autre à décharge? Avocats et magistrats, 2 hauts magistrats, ils m'ont dit oui, ça serait un peu difficile à mettre en place, mais ils ont dit pour eux, ça semble une très bonne idée. Parce que c'est vrai, si on regarde la mise en place, effectivement, il faut le mettre en place. Mais il faut voir, et ça coûte de l'argent. Et dès qu'on parle d'argent en matière de justice, on a l'impression d'arracher le cœur à tout le monde. Hein. Pourtant, si on veut se donner les moyens d'être juste, faut-il avoir les moyens financiers et les moyens d'avoir des magistrats, d'avoir... voilà. Gain qui est très nocif. Ouais, à charge, à décharge, vous l'entendez tous les jours, ça. Terminé, là. Après, on pourrait parler de la désignation des experts, etc., etc. Mais là, déjà, ça serait un progrès énorme. Parce qu'il y aurait un magistrat à charge, un magistrat à décharge, qui n'emploierait pas les mêmes enquêteurs, un la police, un les gendarmes, etc. Voilà, point. Et à partir de là, une fois qu'on fait le pour et le contre, eh ben, il y a des preuves ou il n'y en a pas, puis on en discute. Voilà, on en discute. Et s'il n'y a pas de preuves, non-lieu, fini. Oui, la chancellerie actuellement, à la suite de l'affaire Outreau, est chargée de préparer une proposition, un projet de loi sur la collégialité. Et c'est peut-être dans ce cadre-là aussi que ça mériterait, je vous conseille de faire parvenir vos propositions à ce niveau-là, aussi bien à la chancellerie qu'au rapporteur qui va être désigné sur le problème de la collégialité. Avant de donner la parole à Georges Fenech, moi, ce que j'ai noté, c'est que la commission de révision devrait être faite à peu près sur le principe de la commission de réexamen. Voilà. Bon, ça, c'est effectivement, je l'ai noté, ça me semble être important. J'aurais aimé avoir une réflexion de votre part sur qu'est-ce qui est pour vous un fait nouveau et qu'est-ce qui est pour vous un élément inconnu, puisque ce sont, dans le paragraphe 4 de la loi, les 2 éléments qui, lorsqu'il y a un doute, permettent d'envisager la révision. Donc, fait nouveau et élément inconnu. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Oui, l'élément, le fait nouveau, c'est un fait qui peut dépendre directement du dossier. Un témoin qui revient, qui est à charge, qui revient sur son accusation, qui prouve qu'il a menti. Bon, ça peut être un élément nouveau, puisque le terme élément, je l'accroche toujours au dossier, à tout ce qui est du dossier, donc qui remet en cause directement tout le fond du dossier, qui chamboule le dossier, ou qu'on retrouve, par exemple, quelque chose. Bon. Et quant à événement inconnu, c'est quelque chose qui se passe en dehors du dossier. C'est-à-dire, par exemple, on prend le cas de Marc Machin, le dossier était bien ficelé, il a été condamné,
Et là, on ne peut même pas accuser la justice de s'être fourvoyée, puisque Marc Machin avait avoué, et après il avait avoué, puis il a été condamné, mais la justice ignorait qui était le véritable assassin. Marc Machin aussi. Et d'un seul coup, il s'est révélé tout seul. C'était une aubaine pour Marc Machin comme pour la justice. Donc là, c'est l'élément complètement inconnu qui tombe du ciel, qui arrive là, voilà. Mais dans tous les cas, et quel que soit le type d'événement qui se produit, je dis, il faut élargir la notion du doute, le moindre doute. Quand bien même il y aura un doute tout petit comme ça, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le qualifier. Non. Il y a un doute, on n'a pas le droit de se jouer de la vie des gens sur un tout petit doute. Faut-il une certitude? Alors, merci également. Notre mission n'a pas pour ambition de revoir toute la procédure pénale, oui, bien sûr, en amont. Ça relève effectivement actuellement d'une autre mission sur un projet gouvernemental par rapport à la collégialité de l'instruction, qui est issue notamment des travaux de la commission d'enquête d'Outreau à laquelle j'appartenais, et qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements de notre procédure pénale. Vous avez émis une opinion qui est intéressante. Il faut quand même savoir que notre système à la française, du juge d'instruction à la française, est un des derniers au monde, inquisitoire, que la plupart des pays européens et anglo-saxons, bien entendu depuis toujours, ont adopté une procédure plus contradictoire, certains disent accusatoire. Je ne crois pas que ce soit ici le lieu d'aborder cette question qui est fondamentale. La procédure, c'est ce qui conduit à la construction éventuelle d'une erreur judiciaire. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de plus de contradiction, de plus de transparence, de plus de sécurité juridique, il faudra y travailler. C'est un travail de très très longue haleine qui appartient à cette commission des lois et au gouvernement. Nous sommes saisis uniquement d'une réflexion sur la procédure de révision. Une fois, c'est-à-dire que le dossier a été jugé définitivement par une cour d'assises. Qu'est-ce qui fait que il y a eu si peu de révision criminelle, alors qu'on peut penser qu'il y a peut-être eu d'autres erreurs judiciaires qui n'ont pas été reconnues. Vous faites partie de ces 8 condamnations qui ont été révisées. Vous en avez cité 2 autres, celle de Marc Machin, celle de Le Prince qui est toujours en suspens, on peut dire. Et j'aurais souhaité aussi que vous nous parliez peut-être, d'après vos informations, au travers de l'association que vous dirigez, si vous avez actuellement des dossiers qui retiennent votre attention, qui mériteraient peut-être aussi une révision. Mais avant cela, je retiens aussi, ce que la Touré disait à l'instant, c'est sur la composition de la cour de révision. Je crois que c'est tout à votre honneur de reconnaître le professionnalisme des magistrats et d'émettre une interrogation, plus qu'une interrogation, un désaccord avec la présence de jurés éventuels dans cette. Ah oui, absolument. Ça, on en prend acte. On en prend acte. Certains avocats nous ont suggéré peut-être de réfléchir à la présence de personnalités civiles nommées et non pas tirées au sort comme des jurés. Tout cela est en cours de réflexion. Mais nous retenons essentiellement votre critique à l'égard de la Cour de révision et vous épargnez la commission de révision. C'est vrai que dans les affaires qui ont posé problème, on a assisté à des contradictions d'appréciation, mais chacun dans son rôle. Il y a une commission d'instruction, une commission et un cours de révision, entre la commission et la Cour. On l'a vu à travers l'affaire Seznec, on l'a vu à travers l'affaire plus récente, Le Prince. Donc tout cela fait partie de notre réflexion. Alors, l'idée en tout cas d'ouverture à toutes les chambres de la Cour de cassation nous a déjà été soumise. Nous trouvons l'idée intéressante. Elle sera aussi soumise à la réflexion de la mission et de la commission des lois, qui sera un jour, je l'espère, saisie de tous ces travaux. Alors, la question que je voudrais vous
poser à ce stade, c'est dans le cadre de votre association Action Justice, est-ce qu'il y a plusieurs affaires qui sont suivies actuellement que vous On en a soutenez? plusieurs. D'ailleurs, nous prenons les affaires que desquelles on soit capable de s'occuper, parce que nous sommes très, très, très sollicités, mais on peut pas, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Là, j'ai en tête l'affaire de nommé Monteil. Et alors, bon, effectivement, il a été condamné à 10 ans pour une histoire de viol. Alors, même nous, quand tous les dossiers qui arrivent, viol, on prend ça avec grande prudence, évidemment. Mais on ne perd jamais de vue quand même que n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment. Et donc, sur cette affaire, il y a eu des éléments nouveaux. D'ailleurs, le dossier est en cours. Il a été réouvert par la commission de révision. Il est en cours de complément d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une fille qui a accusé son père de viol. Il n'y avait pas de preuve, hein, ça remontait à 10 ans en arrière. Et elle s'était fait appuyer par son frère et sa plus jeune sœur qui disait oui, c'est vrai, on les a vus, etc. etc. Bon. Et il savait, là pareil, la justice l'a condamné, mais on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Mais effectivement, il lui manquait des éléments, on ne va pas deviner. Et il est condamné. Sauf que le frère que j'ai rencontré par la suite et la sœur ont écrit au parquet et ont expliqué comment ils avaient été amenés à témoigner contre leur père et à mentir. Et ils ont même produit des lettres, des brouillons que leur sœur avait fait pour leur dicter leur témoignage et leur attestation. Effectivement, je pense que son procès doit être révisé dans la mesure où il y a des preuves formelles que les deux témoins à charge ont été manipulés par la plaignante. Voilà. Un autre dossier, il est assez terrible. Il concerne un nommé Martinez. C'est une histoire alors, complètement fantastique. Oui, une histoire de procureur dedans. Mais j'en ris maintenant avec du recul parce que c'est un maçon de Tarascon et sa femme est secrétaire au palais de justice de Tarascon. Elle est la maîtresse du vice-procureur. Bon, alors, en soi, on peut être procureur et avoir des maîtresses. Oui, mais je ne dis pas le nom, mais de toute façon, c'est sur mon blog, c'est partout. Mais cette histoire a été révélée par la presse et bon. Et donc, on retrouve l'épouse morte. Et effectivement, on accuse le mari. Sauf que, paradoxalement, toutes les premières investigations, c'est le juge d'instruction, c'est tout Tarascon qui s'en occupe avant de transférer à Lyon. Et là, effectivement, ce pauvre gars est complètement accablé. Et on voit un tas de déclarations que je dis fantaisistes et tout. Et il passe à Lyon, il repasse en appel, il se retrouve condamné à 14 ans au final. Ce dossier, on a déposé un recours en révision pour plein d'éléments qui étaient inconnus. Quand même, pour la petite histoire, il y a un journaliste qui avait titré à l'époque « Des armes et des drames ». C'est-à-dire que le fameux Martinez, c'était sa deuxième épouse. Sa première épouse était déjà morte par arme à feu accidentellement. C'est son gamin qui, à 3 ans, avait manipulé une arme et avait tué sa mère. Le procureur, dans son bureau à Montpellier, il adorait les armes, il en avait partout dans son bureau et tout. Il en sort une pour faire voir comment ça marche bien un de ses amis. Et pan, le coup part, l'autre, il n'est pas mort, mais gravement mutilé, blessé à vie. Il était condamné à payer une amende faramineuse et des dommages et intérêts. Voilà. Et on retrouve ce procureur partie civile pour sa maîtresse. Et là, il va. Le dossier est complètement on le voit, il est complètement manipulé, complètement dirigé. Et là, je dis que Martinez n'avait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Voilà. Alors, je ne veux pas donner des bons points à l'un, des mauvais points à l'autre, ce n'est pas du tout le propos. Moi, je dis simplement qu'on a le droit d'avoir des armes si elles sont détenues légalement, c'était le cas du procureur. On a le droit d'aimer faire du tir, c'était son droit. On a le droit d'aimer les femmes et d'avoir des maîtresses, c'était son droit le plus absolu aussi. Aucun problème. Mais par contre, qu'on intervienne dans ces conditions, directement dans un dossier où on est intimement concerné, je pense qu'il y a une part d'indécence et une part d'injure à un magistrat.
aux magistrats que l'on fait en agissant ainsi. Et je pense que dans tous les cas, Martinez n'a pas eu droit à un jugement équitable, ne serait-ce que par rapport à ça. Je pense que là, on devrait le rejuger. Et je ne dis pas qu'il a tué, qu'il n'a pas tué. Non, je dis simplement, je parle de dysfonctionnement grave et avéré. Et on ne se prononcera pas, bien évidemment, sur tout cela. On écoute avec beaucoup d'intérêt, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a eu une grande affaire sur laquelle un doute profond a été jeté. C'est l'affaire Dominici. Est-ce que votre association a été saisie de l'affaire Dominici? Il nous contacte, on ne fait pas du tout de... Vous avez exprimé votre point de vue, la nécessité d'une réforme de cette Ah oui, mais absolument. procédure de révision. On a bien compris aussi votre souhait d'élargir, dites-vous, la notion de doute. Hein. Il n'y a pas de demi-doute. Le moindre doute devrait pouvoir... Vous savez, le doute, c'est un petit peu comme l'amour. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le quantifier. C'est un sentiment qui... voilà. Donc, on doute. Le doute, c'est pareil. On exprime un doute au fond de soi. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le quantifier. Il existe, il est là. Point. C'est fini. Et on ne peut pas dire ni petit, ni grand. Il y a un doute. En tout cas, on vous remercie. Votre contribution est importante. Merci. Et tout cela a été enregistré. Nous analyserons évidemment un peu plus tard vos propositions et vous serez tenu informé par la commission, évidemment, du résultat de nos travaux. Merci, monsieur Agré. Merci. Merci.